Je donne maintenant la parole à Madame Laura Balire, qui enseigne la littérature contemporaine à l'Université de Sienne, qui a écrit sur les passages des textes dans la littérature européenne, du poème au roman, du roman au poème, notamment les sources anglaises de Eugenio Montale, également Vittorio Sereni, les avant-gardes du XXe siècle en Italie, les revues, qui a parlé récemment de Michel Butor à Longiano, dans l'automne passé, et qui a aussi, c'est un peu le caractère des deux intervenants cet après-midi, auteur de deux romans extrêmement fins, Aux portes était le premier et Le reste manque le deuxième. Donc elle est elle aussi dans le travail de la création. Madame Laura Balire nous parlera Franchir les frontières, écriture et structure mobile de Michel Butor. Je remercie Carlo Ossola et tout mon public qui est là pour Michel Butor, que je remercie aussi. Dans sa petite histoire de la littérature française, en 6 CD et 1 DVD, paru en 2007, Michel Butor nous entraîne avec lui à l'intérieur de ses livres-objets. Il nous attend en souriant. Il va enfin, après la première moitié du DVD, plus didactique et sérieuse, nous faire entrer dans son jeu. Ce qu'il veut partager avec nous est sa sagesse artistique naturelle, celle de jouer à l'infini avec l'art. Alors là, on joue avec le livre-objet, un objet artistique qui participe de l'écriture, de la lecture, du visuel et de l'auditif, et même de l'odorat, et de la métamorphose et du mouvement encore. Quel mouvement ? Le mouvement des lecteurs-spectateurs, c'est-à-dire nous, qui nous promenons avec lui dans les pages de ces livres-objets, conçus à partir des années 70. Les nombreuses portes de papier qui se cachent l'une derrière l'autre s'ouvrent devant nous. J'ouvre les portes de papier, murmure Michel Butor. Quelle profondeur! La caméra s'approche. Et comme quand nous étions enfants, Alice au pays de merveilles, nous pénétrons avec lui dans le livre. Voilà les pages en pierre des livres-sculptures qui sont comme des menhirs et qui montrent les traces du brouillon, ratures, constellations. Une préhistoire imaginaire qui est une sorte de science-fiction à l'envers, comme dans le Cosmicomique de Calvino. Et après, c'est la reine de Saba qui vient de faire ses adieux au roi Salomon, une sorte de petit théâtre ou tabernacle que les doigts de Michel Butor ouvrent avec beaucoup de précaution. Et voilà encore le collage de gravures du livre-objet Air de printemps, comme un bouquet de fleurs où l'on lit ce qui est écrit sur chaque pétale ou chaque feuille, un peu comme si ces plantes nous envoyaient leur parfum, suggère Michel Butor. Et les berceuses pour sa petite fille Clara, dans la collection minuscule avec Jules Balthasar, qui nous rappelle l'éditeur Vanni Scheiviller et ses collections minuscules et surtout à l'insegna del Pesce d'Oro, qu'il a édité pendant 30 ans grâce à l'art typographique de son ami, le célèbre typographe milanais Luccini. Nous aimerions nous promener encore dans ces livres-objets. Le DVD est en effet un moyen extraordinaire pour le parcourir en compagnie de Michel Butor en personne. C'est le seul moyen, dirais-je, qui touche presque à la présence réelle. Ces livres, dit Michel Butor, produit en cohabitation, collaboration avec des photographes, des sculpteurs, des peintres, des musiciens, guichets, sont des guillemets,
Come si dice? Come si dice? Guillemets. Sont des formes à l'intérieur desquelles j'ai écrit. Il ajoute que sortir de soi-même, pour aller voir ce qui se passe chez les autres et les relations avec les autres éléments a multiplié mon inspiration. À noter, au niveau lexical, la notion de multiple ici liée au vieux mot inspiration. C'est très différent de ce que je faisais, conclut-il aujourd'hui, mais profondément le même. Le parcours de Michel Butor vient de l'expérimentalisme du nouveau roman, mais il abandonne le roman de manière très précoce, au début des années 60, pour une quête inexhaustible du nouveau, selon l'impératif baudelairien. Ce nouveau a pris dans l'œuvre de Michel Butor deux formes différentes. D'une part, un usage conscient de la mondialisation et d'Internet, et l'abandon des genres littéraires codifiés, des formes, des langues et des langages aussi, pour les mêler avec les langages des arts plastiques et musicaux. Et de l'autre, la création de l'unicité du livre-objet avec ses rares multiples. En quel sens est-il donc profondément le même? Après ces nouveaux romans, comme l'emploi du temps, Passage de Milan et la modification, le vrai tournant, le virage essentiel dans sa navigation est représenté par Mobile de 1962, qui signe l'abandon du roman trop étriqué selon l'auteur, expression du monde simple du XIXe siècle, pour l'invention de nouvelles formes d'expression qui entremêlent les langages artistiques et qui se juxtaposent et se relatent dans une logique combinatoire de variation et de sérialité dans le sens musical de ces termes, afin de restituer la complexité de notre âge. La modification, écrit à la deuxième personne du pluriel, était un livre expérimental où la description d'un réalisme rigoureux était aussi poésie, était plein d'envol vers le mythique, comme signalait Michel Leiris, qui parlait de mythe et de vérisme au ras du sol. En plus, ce récit s'exprimait sur plusieurs plans. L'unité de temps et de lieu n'était qu'apparente, selon Leiris, pourvu que le contenant presque immuable où se joue l'action était un wagon du train, qui est, en vérité, un mobile dont on suit de station en station le déplacement entre Paris et Rome. Un mobile où tous les genres de l'écriture s'enchevêtraient dans une écriture à la fois classique et luxuriante. Le voyageur qui voyage entre Paris et Rome, entre sa femme et sa maîtresse, décide enfin de remplacer le projet de changer sa vie. Selon le Rimbaldien, il faut changer la vie, avec l'écriture d'un livre dont le sujet sera justement le voyage et l'abandon d'une des deux femmes. C'est un biais très XXe siècle de résoudre la vie en littérature. Michel Butor a d'ailleurs souvent dit qu'il est un écorché vif et que quand il a commencé à écrire, l'écriture constituait pour lui une substitution de la vie, une sorte de pansement pour la blessure qui est la vie. Dans la littérature, on peut changer ce qu'on n'aime pas de soi-même jusqu'à son propre nom, éventuellement. Cette attitude aux égards de l'écriture est analysée par Butor dans son essai sur Le joueur, là où il dit qu'en écrivant ce livre, guillemets, Dostoïevski joue pour se délivrer du jeu, pour apaiser, pour faire taire le joueur qui est en lui. Écriture comme exorcisme contre la vie, un exorcisme continu et patient, méthodique,
qui se délivre de son passé en lui rendant justice. Raconter pour changer la vie, comme a fait Michel Leiris aussi, pour l'édification de soi-même. Le livre étant chez lui un exorcisme contre le suicide. Mais, à un moment donné, le virage est pris. La nécessité d'écrire suit la direction contraire, c'est-à-dire, cette nécessité ne découle plus du sujet, mais de l'objet. En abandonnant le roman, Butor n'écrivait plus suivant la pulsion du manque. Ce n'était plus un combat avec l'ange, mais il écrivait pour répondre à la prétention de la réalité même d'être exprimée. C'est la prétention d'expression qui vient du mondo non scritto, le monde pas écrit, selon une belle définition d'Italo Calvino. Le mondo non scritto possède en lui une potentialité que, si l'on est voyant, comme dit le poète, l'on voit même fermenter dans l'air et qui exige d'être exprimé. Tel était le rapport avec la réalité de l'un des grands poètes italiens du siècle passé, Vittorio Sereni. Butor a dit à Lucien d'Alembach à propos de son œuvre Mobile, la question a été de trouver un moyen de faire parler les États-Unis par eux-mêmes. Ce n'était plus un roman qui pouvait répondre à la prétention des États-Unis de parler par eux-mêmes, mais un livre composé d'unités mobiles à utiliser en dessinant un parcours, comme nous dessinons un parcours en nous promenant dans les villes. D'ailleurs, le mot « mobile » vient justement de l'Amérique. Il vient des sculptures aériennes de Calder et désigne ces objets ni sculpture ni peinture et doués de mouvement grâce au souffle de l'air qui pousse leur corps subtil et léger en fil de fer suspendu au plafond. Le sculpteur Calder était célèbre pour son habitude de remplir ses poches de petits objets, trouvailles, fils de fer et cailloux qu'il ramassait en se promenant. En 1955, Céline, dans ses entretiens avec le professeur Ypsilon, disait que les romans seraient bien mieux au cinéma. Le cinéma possède tout ce qu'on veut dans les romans, le mouvement, le paysage, le pittoresque, les belles femmes sans voile ni poil, les Tarzans, les lions. Nous vivons aujourd'hui, 50 ans après, dans une sorte de limbe, selon Butor, dans l'attente de quelque chose de nouveau qui va venir du livre électronique, de la télé et de la navigation Internet. Les écrivains travaillent en effet désormais sur l'ordinateur, mais pour aboutir encore à un livre sur papier. C'est difficile, dit Michel Butor, mais le livre change. Le livre électronique va changer la littérature. C'est donc, en un certain sens, la géographie qui a submergé Michel Butor, la relation avec les autres éléments, la relation enfin entre le voyage et l'écriture, autant pour le lecteur qui se promène dans le texte que pour l'écrivain qui écrit à la frontière entre différents pays, langues et langages, comme le pays où Butor habite, Lucinge, à la frontière entre la France et la Suisse. Et voilà 40 ans d'écriture et de voyage dans le monde entier et plus de 1600 livres qui peuvent tous être considérés comme un cas particulier, une figure ou une modalité du discours poétique. Son œuvre est une immense galaxie en mouvement perpétuel, mais son étoile fixe est la poésie. Si l'on veut chercher les phares de ce chemin, premier vient Baudelaire.
voir l'essai de 1959 qui ouvre son recueil Essai sur les modernes, sur le poème du hashish et le titre à la Leopardi du premier chapitre, Le goût de l'infini. Baudelaire compare dans son poème l'ivresse du hashish et celle que donne la poésie, infiniment supérieure, jusqu'à rejeter la drogue et l'alcool en faveur de l'exercice assidu de la volonté qui préside à la création poétique. À ce propos, est curieux de relire ce que encore Céline disait en 1957, qui participe de la même exigence de déconstruire le roman d'une façon tout à fait différente dans sa grande attaque contre le verbe. Vous savez, dans les Écritures, il est écrit « Au commencement était le verbe ». Non, au commencement était l'émotion. Céline parlait naturellement de son invention de nouvelles formes, sa petite musique. C'est justement l'émotion que Michel Butor cherche avec ses livres en patchwork, avec ses kits de structures prêtes à monter. Jules Verne est aussi un phare fondamental, nous l'avons bien vu avant-hier, du long chemin nomade de Michel Butor, axé, comme il dit, sur des intentions qui dépassaient absolument le concept ancien de littérature et origine souterraine de presque toute la littérature fantastique. Il est le premier, écrit Butor, à avoir su faire passer dans les mots non seulement le véritable amour des cartes et des estampes, mais ce trouble aussi que nous pouvions éprouver enfants à feuilleter des manuels de physique, de chimie, d'astronomie, des pauvres livres laids, trop forts pour nous, mais pleins de mots nouveaux, de figures indéchiffrables et de promesses. Et aussi Proust, qui vient d'être si bien affronté par professeur Compagnon, ou l'intuition du peintre Elstir, Whistler, anagrammé de l'artiste, comme un prisme qui passe de la couleur unique de la sonate au concert, au septuor de Vinteuil. L'essai de Butor sur les œuvres d'art imaginaire chez Proust se termine avec cette constatation. Le livre de Proust, tellement fermé à l'origine, tellement un refuge contre le monde, devient en grandissant, et en particulier par l'intermédiaire de ces étapes fondamentales de réflexion qui sont les œuvres d'art imaginaire, un livre ouvert dans lequel le monde entier doit pouvoir se voir. Un livre ouvert. Butor a été capable d'ouvrir ses livres au monde en transcendant la littérature à partir d'elle-même, de la même façon dans laquelle James Joyce, encore un phare, a su transcender le langage à partir du langage lui-même, avec ses mots composés, ses mots contractés, ses calembours mythologiques, sa déformation des lieux communs, ses lapsus. L'essai de Butor, l'archipel Joyce, insiste sur la collaboration que Joyce demande au lecteur, appelé à choisir parmi ces agglomérats de caractères et de vocables selon le sens qui se présente à lui. Et disons, entre parenthèses, que cet essai est très intéressant pour déchiffrer la grande poésie indéchiffrable, les Variazioni belliche d'Amelia Rosselli, la superbe poète trilingue italienne-européenne. C'est par conséquent un portrait de moi-même, écrit Butor, qui se constitue lorsque je promène mon regard sur les pages de James Joyce. C'est une interaction entre... Les livres de Butor réclament un lecteur qui s'y promène. Voir Description de San Marco, du 1963. C'est du réalisme descriptif qui se sert des techniques surréalistes comme le découpage et le collage. L'on y voit en même temps les photos et l'écriture. Celle-là procède sur plusieurs plans. L'italique pour le bavardage et différents corps typographiques
typographique pour les réflexions intérieures, pour la description pure et simple du guide, pour le brouhaha enfin de la piazza et les pigeons, le soleil, les mythes d'Orient incrustés dans l'église, la façade, les intérieurs, les peintures et les sculptures, les odeurs, les sons, la chaleur, l'humidité. Une inside vue où le cubisme et le collage surréaliste fonctionnent comme des citations du bavardage quotidien, à la façon d'Apollinaire au Sandrard, et encore des guides, des discours, des réflexions. Ce qui est assez différent aussi bien des célèbres tentatives de description de Georges Perec que celles de Palomar, d'Italo Calvino, qui n'ont rien à voir avec le collage et le découpage. Le poète Adonis a adopté une pareille disposition de sa matière verbale dans son dernier livre pour parler de Naples, Adagiati nella luce, qui vient de paraître chez Feltrinelli. Et en 1970, le poète argentin Cortázar, Julius Cortázar, aussi proposait ces livres très, très mélangés qui n'ont pas encore été traduits intégralement chez nous en Italie. Butor a lié son écriture à la musique, dans ses œuvres écrites en collaboration avec Henri Pousseur, comme Alain Robbe-Grillet avait lié son art à celui du cinéma. Il a donc lié son écriture aux autres arts, aux arts plastiques, au développement du livre dans l'histoire entre livre électronique et livre-objet, à la géographie, dans des pages qui nous invitent ardemment à nous déplacer dans ce monde, jusqu'à l'espace de l'astronomie. Mais nous sommes ici obligés de nous arrêter sur quelques-uns de ces textes seulement. Nous pourrions donc choisir de parler, pour terminer, de la construction de l'un de ces poèmes. Un texte qui nous tient à cœur est « Voyons », qui figure dans l'anthologie Nomade 2004, avec l'indication 1996 Gyroscope, mais qui a été publié avec le titre « Hallucination simple », dans une revue d'études rembaldienne et repris en 1987. Ce texte a donc une histoire, une mobilité et des métamorphoses qu'on pourrait étudier, mais pas ici. On y parle naturellement de Rimbaud, qui d'ailleurs apparaît en filigrane en tout ce que nous avons dit. La construction du poème est ce qu'on a appelé une série de structures matricielles, Jeannet. L'utilisation de matrices d'écriture dans la composition et structuration du texte. La composition, comme celle des Città Invisibili di Calvino ou de certains livres de Perec, est assez compliquée dans le sens de la combinatoire, mais en même temps, cette structure possède la simplicité des chiffres, la sécurité des chiffres que le personnage, Rimbaud, devenu marchand en Afrique, de ses hallucinations simples, vante au fils qu'il n'a pas eu, le calme des chiffres et leur pouvoir. Le texte est donc divisé en une série de 13 blocs qui sont composés à leur tour de 3 morceaux assez courts. Ce sont 39 brefs morceaux hallucinations, reliés par 3 à l'intérieur d'un échiquier mobile. Les 3 pièces qui forment les 13 blocs sont constituées par un premier morceau qui correspond à un titre numéroté, entre parenthèses, qui est progressivement enfance, conte, parade, vie, royauté, départ, vagabond, ville, veillée, ouvrier, scène, phrase, solde. Le deuxième morceau, qui suit le premier dans le montage du poème, se rapporte au livre selon une progression qui suit le parcours africain de Rimbaud. Le livre des rues, le livre des escales, le livre des fièvres, le livre des formules, le livre des canaux, le livre des nuits, le livre des vues, le livre des contes, le livre des silences, le livre des lois, le livre des cérémonies, le livre des hôpitaux, le livre des adieux. Le troisième morceau, enfin, qui conclut chaque série, est le morceau des quartiers, des léprots, des caves, des bouchers et tanneurs, des agronomes et herboristes, des orfèvres et verriers, des tisserands et brodeuses, des armuriers et des gardes, des importateurs et prospecteurs, des hydrauliciens, des enlumineurs et linguistes, des fossoyeurs et historiens, des ombres. Cette simple liste
est extrêmement suggestive et expressive de la vie africaine, des hallucinations, des pays, des rêves et de la poésie rimbaldienne. Le poème en prose est formé par des strips qui se poursuivent, se répètent en variations, se repeignent avec un clinamen lucrétien. Le clinamen théorisé par Pérec et Queneau, qui fait procéder la narration. Mais de quelle narration s'agit-il? Et je cite: le pastiche, impossible. Montage, variation, je n'ai pas le texte avec moi. Commentaire, pas encore, car il y a tout ce cours enregistré sur cassette que je ne pourrai transcrire que l'été prochain. Scénario de film, oui, il y a un projet, mais ce sera tout autre chose. Alors, quelques lambeaux du livret d'opéra fabuleux dont il serait le héros. Mais lui donner la parole, impossible. C'est le titre numéro 2, Conte. Quelques pages après, dans le livre numéro 4, le livre des formules, la phrase continue. Lui donner la parole, impossible. Ne pas la lui donner, presque plus impossible encore, puisqu'il parle perpétuellement en chacun de nous. En charger une troisième personne, la décrire, cette parole, l'évoquer, furtive prise de vue, ou plutôt d'ouïe, sur un discours interdit. Ces furtives prises de vue constituent la modalité d'expression, une sorte de mise en abîme des structures mobiles de ce poème, dans une série de reprises et variations avec le clinamen qui fait avancer le récit. Les voilà encore au quartier 6, le quartier des tisserands et brodeuses, en charger une troisième personne, la décrire cette parole, furtive prise de vue, en leur donnant une forme si fixée qu'elle les musicalise. Et vous voyez la progression, c'est la musique qui entre. Et voilà que nous avons trahi la règle du jeu en reconstituant le parcours de sens qui est disséminé dans les morceaux et qui peut s'accroître seulement en même temps qu'avec la progression des autres morceaux, avec lesquels ils forment un tout indivisible, compact mais aussi en liberté et en mouvement, comme un échiquier ou un puzzle ou encore un bas-relief sur un vase de la Grèce ancienne comme le voulait Eliot. Eliot parlait en 1942 dans son The Music of Poetry des thèmes formels et psychologiques aussi qui, dans leur entrecroisement, donnent le mouvement musical au poème. Dans sa façon d'accueillir l'expérience des grands classiques de l'Antiquité et de la modernité, Michel Butor joue donc dans ses structures mobiles avec la musique des thèmes dans les hallucinations du voyant. Ce sont ici, premièrement, le thème de l'enfant marcheur, sifflant des airs de la commune ou des vers, fantôme de soi-même enfant qui hante le marchand africain, avec sa voix qu'il accuse en se répercutant sur la poussière et le sable. Alors, je cite, il vérifie qu'il est tout à fait seul et vocifère. Puis, dès qu'un des vivants s'approche, un de ses semblables, comme il veut le croire, il se réfugie dans un farouche silence extérieur dont l'enfant marcheur profite pour le remplir de larmes. Et encore, le thème du fils espéré, pour lequel la blanchisseuse noire lave son ancien costume, cadeau de ses amis parisiens, qui est devenu trop étroit. C'est alors le thème de ses amis littéraires d'antan, les amis du café, et de celui qu'il cherchait parmi tous, voire naturellement Verlaine, mais ceci n'est pas dit, dans une construction grammaticale rigoureusement impersonnelle qui, citation, les yeux mi-clos au-dessus de son absinthe, ne le reconnaît pas. Le thème de la lettre du jeune poète qu'on attend pour la détruire, alors la jeter, cette lettre, mais non, car c'est un tel miracle quand même, la déchirer, la brûler, mais on se mettrait à attendre comme avant. J'ai cité du Livre des Nuits. Car, dira quelques pages plus loin, on attend toujours la lettre à laquelle on ne répondra jamais, car il est trop tard ou trop tôt. Autant la garder comme un talisman contre cette attente. Et encore le thème de la magie scientifique de la photographie. Mais l'eau d'Harare et d'Adin est sale.
il y faudrait l'eau de Charleville. Et le thème des mages qui cherchent un enfant miraculeux naît près de Jérusalem. Le roi fantôme aux semelles de vent. Le thème de la femme qu'on ira chercher en France pour l'épouser et lui faire faire avec lui toutes les étapes. Et le thème des voyages infinis qui l'attire encore pour en revenir en France. L'enfant marcheur se confond progressivement avec Shakespeare enfant et avec l'enfant miraculeux né près de Jérusalem. Et aussi avec le poète national dont on célèbre les funérailles dans une scène digne de Buñuel, avec des papillons noirs qui dévorent le cadavre, scène qui conclut le poème avec toutes ses variations et reprises d'une poésie et d'une intensité extraordinaires. Il faudrait donc ici lire et relire et nous promener dans le mouvement de ces structures mobiles, l'imaginer dans des combinaisons différentes jusqu'à épuiser toutes leurs possibilités et l'avoir appris par cœur, comme l'on doit apprendre un poème. Ce qui était la chose à faire, mais hélas, c'est désormais trop tard. Face à la dictature de l'image, la poésie a un devoir de résistance, a déclaré Butor à André Calavel. Et encore, dit-il, elle a une mission d'éveil. Elle nous aide à trouver une nouvelle spiritualité afin de proposer une alternative au discours religieux actuel. Les frontières à franchir sont de plusieurs genres. Les frontières de la nation, les frontières de l'État, les frontières culturelles et linguistiques, les frontières entre les arts et aujourd'hui, hélas, les frontières religieuses aussi. Butor, comme Calvino, aborde le problème de la complexité par le biais de la multiplicité et de la combinaison. Il faut aujourd'hui penser soi-même, je cite, en plusieurs peuples. Le nomadisme, le voyage est comme l'écriture question de parcours. J'écris pour me parcourir, disait Michaud. Pluralité et mobilité sont strictement liées entre elles. Et l'identité, comme le langage, c'est une question de relation. J'existe comme identité, toujours mobile, en tant que je suis en relation avec les autres, sans me serrer dans une identité massive derrière des murs de protection. La poésie est plus forte du hashish. Et le voyant de Michel Butor nous pousse en avant. Encore une fois, nous entendons ce souffle qui nous presse aux épaules, cette rafale qui nous enveloppe, nous électrise et nous mène. Et il nous a déjà dépassé, l'homme aux semelles de vent, qui trace le chemin à l'aube, comme dit Vittorio Sereni, dans un hommage a Rimbaud sur la route du Gottardo. È quell'ansito dietro di te che ti incalza, quella folata che ti avvolge, ti elettrizza e ti porta. Non hai bisogno di voltarti per sapere chi è. Del resto ti ha già sorpassato e non ascolta il tuo grazie, l'uomo dalle suole di vento, battistrada del giorno. Merci.